par les dictionnaires depuis 1606, surveillé de près par les académiciens. Nous en avons un ici très près, Pascal Horry, qui est historien et académicien et qui a mis la dernière main avec d'autres à la dernière édition du dictionnaire, la 9e du dictionnaire de l'Académie l'année dernière. La première, c'était en 1634. Mais cette langue, depuis quelques siècles, avec les vagues d'émigration, avec la diplomatie culturelle, avec les réseaux d'écoles, d'instituts, de lycées, et plus brutalement, quelquefois, avec les entreprises coloniales, cette langue française a pris aussi une ampleur mondiale. De sorte que la francophonie est devenue, pour nous tous, une sorte de titre de gloire avec, vous allez nous l'expliquer peut-être, madame, avec peut-être quelques malentendus. Alors, pour mieux comprendre les enjeux et le rapport de la France, point d'interrogation, ce point d'interrogation qui nous est si cher, tous ces 4 jours, on a bien compris. Quel rapport la France a-t-elle avec une langue qui peut-être la dépasse? Vous allez nous expliquer, chère Louise Mushikiwabo, vous êtes la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons le grand honneur de vous avoir comme présidente des 28e rendez-vous d'histoire de Blois. Madame Jean-Noël Jeannet l'a rappelé, vous êtes née au Rwanda, de sorte que le Rwanda a plusieurs langues. Mais enfin, la langue maternelle était d'abord l'anglais. Peut-être, enfin vous allez nous le dire. Je voulais vous demander, pour commencer, quel est votre rapport avec la langue française? Alors, tout d'abord, un grand merci aux organisateurs de cette belle rencontre et pour moi, en tant que secrétaire générale de la francophonie, de cette communion qui met à l'honneur l'universalité de la langue française. Merci beaucoup, je suis très heureuse d'être gentiment interrogée par Valérie. Je pensais à moi-même et la langue française dès que j'ai été contactée pour ce beau rendez-vous. Et la langue française, pour moi, c'est la langue de mon enfance. Ma langue maternelle, c'est le Kinyarwanda, la langue du Rwanda. Je parle aussi Swahili, qui est la langue de l'Afrique de l'Est. Mais après le Kinyarwanda, c'est le français. Langue française qui est arrivée, j'allais dire au fond, mais sur les sommets des collines du Rwanda, en Afrique centrale de l'Est, via la Belgique, qui était le pouvoir colonial. Mais j'ai une relation effectivement très particulière avec la langue française, puisque j'ai appris le français jeune, très jeune. Ensuite, la langue française est restée pendant longtemps la langue de mon enfance. Je n'ai appris l'anglais qu'à l'école secondaire. J'avais déjà 10-11 ans à l'époque. Et ça a aussi été la langue de mon éducation, de mes études. Je suis tellement... j'ai une telle relation de fusion avec la langue française que je suis allée jusqu'aux États-Unis d'Amérique pour apprendre le français, puisque j'ai une maîtrise. Je ne sais pas si maîtrise c'est vraiment un master's, mais j'ai une maîtrise en langue française de l'Université du Delaware. J'ai grandi donc dans un Rwanda plutôt francophone en termes de langue étrangère. Ensuite, j'ai appris l'anglais et je suis allée faire mes études supérieures aux États-Unis d'Amérique. Mais je suis revenue travailler dans un pays francophone, arabophone, qui est la Tunisie. Et de la Tunisie, je suis revenue au Rwanda, qui était devenu plutôt francophone, anglophone. Et
de là, je suis arrivée à la tête de cette belle organisation. Donc pour moi, il y a cette relation d'enfance, d'éducation, de voyage, de lecture et finalement une langue d'une importance capitale dans ma vie professionnelle. Et pourtant, vous dites, c'est la langue du colonisateur, qui n'était pas français mais belge, mais tout de même, c'était le français. Et vous êtes, pour vous, c'est une langue, dites-vous, qui est porteuse de valeurs. Absolument, absolument. Alors, je dois dire tout d'abord que l'histoire même de la francophonie, dès ses origines, avec des hommes, à mon avis, qui étaient des hommes très éclairés, qui ont rejeté beaucoup de la colonisation, mais qui ont quand même voulu extraire de cette mauvaise expérience un outil très beau, qui est la langue française, et qui ont décidé d'en faire une passerelle entre les peuples, les anciens colonisés, pour qu'ils puissent communiquer avec le monde. Et donc, pour moi, et mon enfance et ma vie professionnelle et ma carrière, surtout de diplomate, sans la langue française, je n'aurais pas eu autant d'opportunités que j'ai eues. Et si vous voulez, heureusement que la colonisation nous a donné la langue française. On rejette beaucoup du reste, mais cette langue est une langue mondiale, universelle. Moi qui parcours le monde depuis plusieurs années, je vois à quel point le fait de parler la même langue, dans ce cas la langue française, est un facteur de rapprochement des peuples. Et c'est pour moi le bonheur que j'ai de diriger cette organisation a aussi beaucoup à voir avec ce sentiment d'appartenance de plusieurs peuples à travers les 5 continents. Oui, lorsque vous avez été élu secrétaire général de l'OIF, donc c'était en 2019, l'organisation avait pratiquement 50 ans, vous évoquiez tout de suite les pères fondateurs. Les pères fondateurs, donc en 1970, c'est une organisation qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'elle est devenue maintenant, on y reviendra. Pouvez-vous nous dire un peu, c'était Léopold Sédar Senghor, c'était beaucoup de chefs d'État africains qui vivaient dans des pays décolonisés, mais qui faisaient de la francophonie une arme, ou une arme, on peut dire, mais pourquoi faire? Quel était l'objectif en 1970? Ça n'est pas forcément seulement la question de l'apprentissage de la belle langue française du Val-de-Loire. C'est au-delà de ça, et en effet. Alors, quel était leur objectif? Tout à fait. Alors, en 1970, 4 hommes, malheureusement pas de femmes à l'époque, 4 hommes, 3 Africains et un Asiatique, anciens colonisés, hommes d'État, ont voulu, après avoir évidemment observé le monde, puisque c'est des hommes qui connaissaient et qui chérissaient cette universalité, ils se sont dit, mettons-nous ensemble, allons chercher d'autres pays où cette langue est parlée et créons une collaboration, une coopération, comme on le dit dans le jargon international, entre les peuples qui parlent la même langue. Donc la langue était l'outil, était le canal de communication, de connexion entre les peuples. Il y avait donc Amani Diori, qui était président du Niger à l'époque, Léopold Sédar Senghor, qui était vraiment le dirigeant, le meneur de l'équipe. Il y avait Habib Bourguiba, le Tunisien, et le roi Norodom Sihanouk du Cambodge.
Cambodge d'ailleurs qui accueillera le prochain sommet de la francophonie en octobre, en automne 2026. Et ces hommes-là se sont dit, puisque dans certains de nos pays, nous parlons déjà plusieurs langues, que c'est difficile de communiquer, puisque si on choisit une seule langue, c'est politiquement incorrect, utilisons cette langue pour pouvoir non seulement nous parler, communiquer, mais aussi travailler ensemble. Et donc en 1970, ce qui était l'agence de coopération technique, culturelle et technique, qui est l'ancêtre de l'OIF aujourd'hui, l'organisation que je dirige, avait pour objectif de rassembler les peuples qui ne se connaissent pas pour qu'ils puissent faire entendre leur voix, mais qu'ils puissent aussi créer des liens de coopération. C'était ça l'objectif en 1970, donc une organisation à l'époque surtout centrée sur la culture et la langue, qui au fil des années est devenue une organisation multilatérale à part entière. Nous sommes aujourd'hui une organisation de 90 États et gouvernements à travers le monde, avec des degrés différents d'importance de la langue française. Oui, alors qu'en 1970, c'était 21 pays seulement. Hein, voilà. Tout à fait. Donc, et sans beaucoup de pays d'Afrique, et bien sûr le Cambodge, vous l'avez dit. Donc avec quand même déjà un objectif qui était bien au-delà d'une simple organisation linguistique. Et vraiment un objectif de rassemblement, de communication, de solidarité internationale dans des pays qui, pour beaucoup, avaient été colonisés, notamment par la France. Peut-être un mot quand même sur le fait que vous occupez un poste prestigieux, universel, international, mais il n'y a pas tout de suite eu un secrétaire général à l'OIF. Le premier secrétaire général, je crois en 1997, était Boutros Boutros-Ghali, et c'est évidemment tout à fait magnifique parce que il avait été en poste à l'ONU. Donc ça dit quand même l'importance de cette organisation, l'importance qu'elle avait prise en un peu moins de 30 ans. Tout à fait. C'est une organisation effectivement qui a évolué et c'est à l'image du monde lui-même qui évolue de plusieurs manières. Donc effectivement, Boutros Boutros-Ghali qui était égyptien, qui était secrétaire général des Nations Unies, qui, je pense à ce moment-là, en 1987, est venu imprimer le caractère multilatéral et qui a présidé cette organisation avec un esprit beaucoup plus universel venant des Nations Unies, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Égypte. Et donc, à ce moment-là, l'organisation a changé pour devenir aussi plus politique. Et 12 ans plus tard, 13 ans plus tard, en l'an 2000, l'organisation s'est dotée d'un texte politique, un texte fondamental, la charte politique qui s'appelle la déclaration de Bamako, dans une réunion ministérielle qui s'est tenue au Mali à l'époque. Et depuis 2000, 25 ans plus tard, l'organisation a évolué encore plus. Nous sommes aujourd'hui 90 pays. 90 pays. 90 pays, quel est leur rapport à la francophonie? Car le français et la francophonie, ça n'est pas la même chose. Bonne question. Alors, 90 États et gouvernements. Donc, nous avons des membres qui ne sont pas des pays, tels que le Québec, tels que la Wallonie-Bruxelles, tels que la Louisiane, qui est devenue membre quand moi j'ai été élue en Arménie en 2018. Alors, oui, 90, les 21 pays qui sont à l'origine, mais beaucoup de pays qui ont adhéré, surtout au fur et à mesure que l'organisation prenait un caractère politique. Et nous avons évidemment 3 pays qui nous ont
qui se sont retirés, disons, de notre organisation, les 3 pays du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, il y a à peu près un an, presque un an aujourd'hui. Mais nous avons aussi des pays qui ont adhéré récemment et nous avons encore aujourd'hui des demandes. J'évoque cela pour vous dire, pour répondre à votre question, quel est le rapport de tous ces pays à la langue française. L'attrait à l'origine n'est pas tellement la langue française. L'attrait pour les pays qui adhèrent aujourd'hui, contrairement aux origines, c'est d'appartenir à ce bloc de pays, d'autant de pays, un bloc puissant, un bloc qui a de l'influence politique sur le plan mondial. Je vous donne un exemple, nous sommes une organisation qui s'implique beaucoup dans l'élection de candidats francophones à la tête d'organisations internationales. Nous sortons, le processus n'est pas encore complet, mais l'UNESCO, il y a quelques jours, a commencé le processus électoral. Nous avons été impliqués dans la mobilisation des États pour voter pour des candidats francophones. Il y en avait 2, un Égyptien et un Congolais. L'Égyptien est désormais a été sélectionné, il reste la validation des ministres et nous étions très actifs dans ce genre de campagne. Nous avons fait la même chose avec la présidence de la Banque africaine de développement, une autre élection qui a eu lieu il n'y a pas au mois de mai. C'est un banquier mauritanien qui est maintenant à la tête de l'organisation. Et c'est important pour nous, ça fait partie de ma mission aussi, parce que nos pays s'attendent à ce que l'organisation leur apporte quelque chose. Et pour nous, en tant qu'organisation, évidemment, nous sommes très heureux d'avoir des dirigeants mondiaux qui sont francophones. La même chose à la tête de l'Union africaine, au mois de février, encore cette année, où un Djibouti, qui est un membre très important de l'organisation, qui a été élu président de la commission de l'Union africaine. Donc cet attrait politique, avec des niveaux de langue française qui sont différents. Nous avons des pays purement francophones, surtout beaucoup de pays africains, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons des pays qui, d'emblée, n'ont rien à voir avec la langue française, des pays tels que l'État du Qatar, qui est membre associé, pas membre à part entière, les Émirats arabes unis, la Corée du Sud, le Ghana, qui est un pays en termes de langue étrangère anglophone, qui a monté les échelons et qui est aujourd'hui au dernier sommet de Villers-Cotterêts, est devenu un membre à part entière. Donc il y a la langue française, puisque c'est un critère, d'ailleurs que nous avons renforcé ces derniers temps, puisque moi je suis multilingue, mais je trouve que c'est important de ne pas perdre, de ne pas diluer le caractère francophone, parce que sinon nous devenons une mini-Nations Unies. Ce qui nous rassemble, c'est la langue française, et donc les critères pour l'appartenance à l'organisation, pour l'adhésion, ont été renforcés, surtout sur la question de la langue française. C'est-à-dire, alors comment? Parce que oui, en effet, 320 millions de locuteurs du français et 1,5 milliard d'habitants dans les 90 pays ou membres ou régions, enfin provinces, membres de l'OIF. Donc, c'est quoi le critère pour appartenir, pour adhérer à l'OIF? Il faut le critère de langue renforcée, c'est quoi? Alors d'abord, il faut le vouloir. Et normalement, les hommes et femmes politiques, quand ils voient une organisation de tant de pays, ils veulent appartenir pour le soutien politique dans l'arène internationale. Ensuite, le critère langue française est surtout, au fur et à mesure, au fil du temps, nous voulons, pour des pays où la langue française n'est pas vraiment dominante, nous voulons que les États puissent s'engager, par exemple, à l'inclusion de la langue française dans le système éducatif.
Ça, c'est un critère et je ne pense pas qu'on va reculer sur ce critère-là. Il y a aussi des pays qui sont membres à part entière, même parmi les 21, par exemple mon propre pays, le Rwanda, où la langue française a besoin d'être redynamisée. Donc nous avons un programme de mobilité des enseignants de français aujourd'hui dans 4 pays, les Seychelles, le Rwanda, le Ghana et je ne sais plus quel autre pays. Et donc, c'est aussi cette volonté de faire plus sur la langue française, de privilégier la langue française dans les langues étrangères, puisque aujourd'hui, à part la France évidemment, le Québec, la Wallonie, Bruxelles, tous nos autres pays ont d'autres langues. Le Luxembourg, la Suisse, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. La langue française vient cohabiter surtout avec les langues nationales et selon les processus et les systèmes d'éducation dans nos pays, la langue française, à côté d'autres langues, aux côtés d'autres langues, est valorisée à différents niveaux. Et c'est important pour nous, l'EIF, c'est ce que nous faisons. D'ailleurs, c'était aussi la volonté des chefs d'État quand ils se sont réunis à Djerba en 2022, que les pays eux-mêmes, donc les États, demandent des chefs d'État, s'engagent beaucoup plus sur la langue française, tout en sachant, tout en prenant en compte la réalité du multilinguisme aujourd'hui. La langue française à la francophonie n'a pas... ce n'est pas la francophonie des années 70. Bien sûr. Oui, on le comprend bien, vous nous l'expliquez très clairement, même si c'est, je pense, assez surprenant pour beaucoup d'entre nous, hein, ce lien finalement, enfin cette attraction de l'OIF, y compris pour des pays dont le français est très très loin d'être une langue, enfin pour qui le français est très loin d'être une langue importante. Alors on forme des professeurs qui les forment, enfin comment ils s'engagent à quoi ces membres? Alors, ils s'engagent à accueillir des professeurs de français recrutés par l'OIF. Nous partageons les frais. Nous avons un système de partenariat avec nos États. Certains de ces pays, comme le Rwanda, mon pays, ont intégré cet aspect-là dans la politique d'éducation des langues. Donc, avec les ministères de l'Éducation, de ces pays-là, nous nous entendons sur la formation de leurs enseignants de français avec des enseignants qui viennent un petit peu du monde entier, du monde francophone. Oui, et alors, oui, on dit le français, il faudrait peut-être aussi préciser qu'il y a plusieurs langues. Oui. Hein, ce sont aussi des français, des créoles, des langues... Tout à fait. Donc, on pourrait dire combien de langues quand on recouvre cette expression de français? Alors, ce que nous enseignons, ce que nous privilégions, c'est le français tel que enseigné ici en France et dans d'autres pays fondamentalement francophones. Ça, c'est l'enseignement. Maintenant, il est vrai aussi que la langue française fait des emprunts. Il me semble que chaque année, entre 100 et 150 mots entrent dans la langue française. Dans les pays francophones, il y a aussi des innovations autour de la langue française, des expressions. Nous avons d'ailleurs travaillé avec le ministère français de la Culture pour la publication et la vulgarisation d'un dictionnaire des expressions francophones, des mots qu'on utilise au Québec, des mots qu'on utilise, par exemple, au Québec, jaser, qui signifie peut-être un petit peu autre chose en français, des mots tels que saper, qui signifie bien s'habiller en Afrique centrale et en Côte d'Ivoire, mais qui signifie au Canada boire bruyamment, en faisant du bruit. Des mots qui nous viennent aussi de Belgique, par exemple. Moi, en grandissant au Rwanda,
j'aimais bien, en rentrant de l'école, m'asseoir sur la barza. Alors la barza, on m'a dit que c'est pas français, c'est venu de Belgique. Et plusieurs expressions que différents pays ont amenées à la langue française et qui, pour moi, viennent aussi montrer le caractère dynamique de la langue française qui est à la fois enrichie, embellie et qui se prête beaucoup à l'innovation. On le trouve, ce dictionnaire, dans le salon du Il livre existe, de il est Blois. en ligne. D'accord. Oui, je Bon, vous alors donnerai la référence. on donnera les références sur le site des rendez-vous. Alors, cette attraction, alors on comprend à quel point tout de même c'est politique, on va continuer sur ce thème, hein, c'est bien au-delà des ambitions linguistiques. Pourquoi est-ce que c'est si important de défendre le français et dans un monde, évidemment, Jean-Noël le rappelait tout à l'heure, très dominé par l'anglais? Est-ce que c'est simplement une autre langue ou est-ce que c'est le fait que le français est une des langues les mieux placées? Quels sont ses atouts pour pouvoir être aussi attractive et fédérative sur un plan international? Alors moi, je préfère ne pas dire défendre parce que j'ai l'impression d'être en guerre contre les autres langues quand on parle de défendre la langue française. Valoriser la langue française. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la langue française aujourd'hui cohabite avec d'autres langues. Dans nos pays, au fin fond de nos villages en Afrique, dans les grandes villes francophones, il y a le français et d'autres langues. Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai grandi francophone et puis j'ai appris d'autres langues, l'anglais, le swahili, etc. Pour moi, et je l'ai dit plusieurs fois quand je faisais campagne pour ce poste, je pense que le rôle de la francophonie, c'est de s'assurer que la langue française ne continue pas de reculer. Ce n'est pas d'aller se battre contre l'anglais ou de créer toutes sortes de complexes. Moi, je parle plusieurs langues, mais je suis une francophone décomplexée. Je n'ai pas de problème à parler d'autres langues, mais je n'ai pas non plus à penser que, puisque dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup travaillé en anglais, mais je n'ai pas du tout de complexe à penser que telle ou telle langue a une certaine supériorité. Mais c'est important pour l'OIF, en tant qu'organisation multilatérale, donc qui rassemble tous ces États, que nous rappelions chaque fois que la langue française, en cohabitation avec d'autres langues, doit avoir sa place, doit garder sa place. C'est la réalité de la francophonie d'aujourd'hui, mais c'est aussi la réalité du monde. D'autres langues ont émergé, ont pris de l'importance dans nos pays du fait de la géopolitique qui est maintenant le facteur d'importance pour différentes langues. Moi, quand je travaillais, par exemple, en Tunisie, en 2006, 7 et 8, dans les services publics, il y avait beaucoup plus de français que d'arabe, par exemple. Aujourd'hui, l'arabe prend de plus en plus d'importance du fait que la gestion de la langue, c'est une gestion aussi politique. Et donc, pour moi, il est important pour ces pays-là de ne pas continuer à laisser tomber la langue française. Ça me désole, par exemple, de constater qu'à l'Union européenne, ici à Bruxelles, pas très loin de notre siège qui est à Paris, malgré le Brexit, l'anglais est devenu, après la sortie de la Grande-Bretagne, la langue vraiment de l'Union européenne, malgré les textes qui ont mis en place certains quotas et il ne suffit pas de faire une conférence de presse dans 3 langues et de dire on n'a pas abandonné la francophonie. Donc j'ai eu l'occasion de dire à Bruxelles que je ne suis pas très contente, mais
je crois que c'est important cette veille, et parfois c'est tout simplement une question logistique. Par exemple, mais pour parler avec le secrétaire général des Nations Unies depuis 2019, était focalisé sur un des sujets sur lesquels je me suis engagée dès mon arrivée à la tête de l'OIF, c'était le multilinguisme aux Nations Unies. Et avec les coupures budgétaires qui sont maintenant un critère de coupure de programme, de diminution, eh bien, le service des conférences et de traduction des Nations Unies est aujourd'hui parmi les premiers qui ont des coupures. Et donc, devinez ce qu'on va faire. On va diminuer le nombre de traducteurs, on va réduire les heures. Et donc, je rentre de New York il y a une semaine. Et cette année, nous avons beaucoup parlé de l'importance du multilinguisme, qui, à mon avis, est d'ailleurs ce qui peut constituer une sorte de bouée de sauvetage du multilatéralisme. Et nous avons lancé avec plusieurs pays, l'OIF a mobilisé plusieurs pays pour qu'on lance ensemble un groupe d'amis du multilinguisme. Et j'étais très heureuse de voir que la salle était très remplie et que, aux côtés des ministres d'Andorre, du Koweït, d'Espagne et du Portugal, nous avons pu mobiliser beaucoup de diplomates à New York pour que ce groupe puisse faire pression sur les services onusiens pour que cet aspect du multilinguisme soit un aspect très important au niveau des Nations Unies. Parce que sinon, typiquement, c'était un peu la même chose à l'Union africaine d'ailleurs, quand j'étais ministre dans nos réunions. On vous dit typiquement, prenez le texte en anglais, vous les francophones, vous êtes compliqués, prenez le texte en anglais, le reste n'est pas prêt, on est en train de traduire. Et moi, ce que je demande à nos États qui siègent dans ces organisations, c'est de dire, eh bien, la réunion va être retardée jusqu'à ce qu'on ait la version française aussi. Et c'est important d'ailleurs pour ces organisations parce que je ne vois pas comment on va négocier un cessez-le-feu, par exemple. Il y en a beaucoup qui sont en négociation aux Nations Unies, en parlant dans une langue avec laquelle on n'est pas vraiment à l'aise. C'est pas parce qu'on comprend un petit peu anglais que la substance politique en discussion doit être dans une autre langue. Et donc ça, c'est un combat que je mène avec C'est quand même un combat. C'est un vrai combat, mais finalement, c'est un vrai combat. C'est un vrai combat. C'est un vrai combat. Ouais. Pour le multilinguisme, qui est un des modes du multilatéralisme aujourd'hui, et une façon évidemment de lutter aussi contre l'appauvrissement d'un langage commun, coïné. Exactement ça. Alors, décidément, tout ça est très politique. On a compris qu'en devenant secrétaire général de l'OIF, vous aviez donné à cette institution de nouvelles missions. Et notamment, alors j'étais très sensible en lisant les documents, par exemple l'éducation des filles. Dans beaucoup de pays, évidemment, beaucoup de pays, notamment en Afrique, pas seulement, où il y a beaucoup de déficiences. Alors, j'ai envie de vous demander de quoi de quoi êtes-vous la plus fière? De quoi suis-je la plus fière? Pas une seule chose, quelques, j'allais dire, petits éléments ici et là, mais qui ont de l'importance. Dans le travail politique, par exemple, puisque nous avons à la fois des programmes de coopération, notamment l'éducation des filles, nous avons un institut dédié à l'éducation qui est basé au Sénégal, à Dakar. Nous avons un institut au Québec qui est dédié au développement durable. Et pour moi, dans le travail politique, qui est très compliqué, croyez-moi, j'ai
j'étais très fière de pouvoir ouvrir un bureau de l'OIF pour le Moyen-Orient à Beyrouth en pleine crise. J'étais découragée par beaucoup de personnes, mais le Liban est un pays extrêmement important pour notre organisation et je suivais de près la politique et les différents risques qu'il y avait pour l'organisation, selon qui serait maître des lieux. Et c'était aussi encore la période de Covid. Et j'ai décidé qu'on allait ouvrir ce bureau. J'ai utilisé quelques amitiés dans le monde politique pour qu'on puisse avoir un bureau, pour qu'on puisse, avec un Parlement qui ne s'était pas réuni depuis 1 an, qu'on puisse avoir, parce que pour pouvoir ouvrir un bureau diplomatique, il faut ce qu'on appelle un accord de siège. Et donc il fallait que l'État qui nous accueille nous signe en papier qui nous permet d'avoir l'immunité de nos employés. Voilà, j'étais pas toute seule, mais j'ai tenu absolument à ce qu'on puisse être présent, avoir notre maison dans cette région. C'était une période extrêmement compliquée. Donc, et j'étais très contente parce que le jour de l'ouverture du bureau, les différentes tendances politiques étaient présentes. Et quand je suis rentrée à l'hôtel le soir, j'étais tellement heureuse. D'ailleurs, plusieurs fois la nuit, il n'y avait pas d'électricité, mais en rentrant dans l'avion qui me ramenait à Paris, je me suis dit, ça valait vraiment la peine. Contrairement à ce que vous nous dites, vous êtes une vraie combattante. Mais dans le milieu politique, on a intérêt à être combattant. Et donc ça, c'est un exemple. Je suis aussi très fière de ce que nous faisons, par exemple, avec les femmes. Les femmes, surtout en milieu défavorisé, qui avaient tellement de problèmes quand le confinement a été déclaré. Et dans plusieurs pays de l'espace francophone, les femmes gagnent leur vie, soutiennent leur famille, parce qu'elles ont pu se déplacer, sortir de chez elles, vendre des tomates au marché, aller faire un petit travail et ramener un peu d'argent dans leur famille. Et nous avons créé un fonds. J'ai pris tout ce qu'on devait dépenser dans les déplacements, puisque c'est une organisation, on voyage beaucoup, toutes les conférences, tous ces frais-là, je les ai rassemblés et nous avons créé un fonds qui s'appelle la francophonie avec elle. Et nous avons aujourd'hui, après 4 ans, je pense qu'on est à la 5e édition, beaucoup de ménages, beaucoup de femmes qui bénéficient de ce fonds, qui est un petit fonds, qui est un fonds d'à peu près 3 millions d'euros par an, mais qui fait des miracles dans des pays où la vie n'est pas aussi chère qu'à Paris. Et donc ça aussi, j'en suis très fière, parce que je me disais, nous sommes une organisation, vous l'avez dit, de solidarité. Nous avons fait du travail sur la distribution des vaccins, c'est dans les circuits internationaux, du plaidoyer, etc. Mais nous avons aussi disponibilisé dans le domaine de l'éducation, des ressources éducatives, mais pour celles et ceux qui n'étaient pas connectés, c'était plus compliqué. Et j'étais fière de voir qu'on a pu, en très peu de temps, ça prend du temps dans les organisations internationales, en très peu de temps, venir en soutien à toutes ces femmes. Aujourd'hui, nous avons une dotation spéciale pour Haïti, pour les femmes d'Haïti par exemple, pour le Liban aussi. À un certain moment, nous sommes intervenus aux côtés des femmes avec ce fonds-là. Et ces actions qui réussissent malgré les conditions compliquées sont
celles pour lesquelles je suis plutôt fière. Oui, il y a de quoi. Car les obstacles sont quand même extraordinairement nombreux. Oui. Et si on revient, alors vous avez évoqué le Liban, Haïti, bien sûr, des situations, et si l'on revient un peu à l'Afrique, car vous aimez à vous définir comme citoyenne du monde, mais aussi profondément africaine et originaire du village Rwanda. Vous avez écrit un beau livre sur le génocide au Rwanda, dont vous avez souffert presque dans votre chair, dans votre famille. Donc, bien entendu, vous ne l'ignorez pas, l'Afrique est dans une situation absolument terrible de violence et de recul aussi de la démocratie. Alors, la langue française, elle aussi, recule en Afrique, malgré tout ce que vous nous avez dit, malgré le lien avec la démocratie, avec des combats pour la santé publique, pour l'éducation des femmes, pour l'éducation tout court. Au fond, le français peut être l'objet d'hostilité, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, 3 pays parmi les pays les plus solides, les plus anciens, pas le Sénégal, mais le Mali, le Niger ont quitté l'OIF aujourd'hui. Alors, comment fait-on? Est-ce qu'on peut encore, disons, défendre, ou en tout cas maintenir la francophonie en Afrique, et dans quel pays, en s'appuyant sur qui, et pourquoi? Enfin, est-ce que ça n'est pas un combat perdu? Alors, bon, d'abord le monde va mal, hein. Il n'y a pas que l'Afrique. La démocratie est mise à mal un peu partout. Très mal partout. À commencer par les pays qui se décrivent comme les pères de la démocratie. Et donc ça, c'est la réalité du monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de turbulences sur les libertés, il y a beaucoup de revendications sociétales, sociales, économiques. Et l'Afrique, évidemment, n'est pas épargnée. La langue française ne va pas disparaître de l'Afrique, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont à l'origine de l'organisation qui gardent cette langue comme socle, même si d'autres langues s'ajoutent à la langue française. Dans mon propre pays, qui est assez particulier parce que tous les Rwandais parlent la même langue. Ce n'est pas le cas de nos pays voisins qui ont certains jusqu'à des centaines de langues, grands pays, petits pays avec 5-6 langues. Et donc c'est facile quand on parle la même langue d'adopter une autre langue et de l'introduire dans l'éducation. Certains pays sur le continent africain, d'ailleurs les mêmes pays qui sont temporairement, j'espère, sortis de l'OIF, sont des pays où, pour communiquer avec le reste du monde, ils n'ont que la langue française. Alors, d'autres pays africains ont élargi le système éducatif à l'anglais. C'est le cas des pays, d'ailleurs le Sénégal aussi, où le Wolof et l'anglais prennent de l'ampleur, mais des pays comme le Gabon, le Togo, qui restent très francophones, même si ces 2 pays ont adhéré au Commonwealth récemment, la langue française reste très dominante. Ça, c'est la première raison. Pardon, ils ont adopté l'anglais comme langue nationale? Ils ont adopté, non, pas comme langue nationale, parce qu'il faut l'apprendre.